Chers auditeurs, chères auditrices, chers élèves, soyez les bienvenus en classe sur l'RTM. Aujourd'hui, après la leçon sur l'étude de la dilatation, nous allons voir une nouvelle leçon qui a pour thème quantité de chaleur, niveau 8e année fondamentale. La leçon vous sera présentée par M. Kouedi Bakourba Diara, conseiller pédagogique au Cap de Bouzoula. Bien. Plan du cours qu'on appelle le contenu d'apprentissage. En premier lieu, nous allons voir la notion de chaleur, quantité de chaleur en deuxième position. En troisième position, nous allons voir l'unité de la quantité de chaleur. En troisième position, nous allons voir principes fondamentaux de la calorimétrie. En quatrième position, nous allons voir la chaleur massique d'un corps solide ou liquide. Et nous allons terminer par une évaluation. Donc c'est là le plan de notre cours qu'on appelle aussi le contenu d'apprentissage. Bien, objectif pédagogique opérationnel. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de mettre en évidence la notion de chaleur à partir d'une expérience. L'élève doit être capable de distinguer chaleur et température. L'élève doit être capable de définir une source de chaleur. L'élève doit être capable de citer quelques sources de chaleur. L'élève doit être capable de démontrer que la chaleur est une grandeur mesurable. L'élève doit être capable d'établir l'expression de la quantité de chaleur absorbée ou cédée par une masse d'eau. L'élève doit être capable de préciser l'unité de la quantité de chaleur dans le système international, entre parenthèses SI. L'élève doit être capable d'énoncer les principes fondamentaux de la calorimétrie. L'élève doit être capable de définir la chaleur massique d'un corps solide ou liquide. L'élève doit être capable d'établir l'expression de la chaleur massique. L'élève doit être capable de préciser l'unité de la chaleur massique dans le système international. Voilà les objectifs d'apprentissage de notre leçon. Bien. Donc, voilà, nous allons commencer par la première partie, notion de chaleur, expérience. Donc voilà, ici vous avez ici des récipients. Ici, on prend le premier récipient contenant de l'eau, dans lequel nous plongeons maintenant un thermomètre. Dans notre thermomètre maintenant, le liquide qui se trouve dans notre thermomètre maintenant, c'est le mercure. Donc, nous avons une source de chaleur, un foyer, on chauffe l'eau. Vous avez vu la dilatation des corps solides, des corps liquides et les gaz. Dans notre thermomètre, nous avons ici un liquide qu'on appelle le mercure. Le mercure, certes, c'est un métal, mais c'est le seul métal qu'on peut trouver à l'état liquide. Donc, ici, à l'intérieur du tube de notre thermomètre, nous avons le mercure. Quand vous chauffez l'eau, on va remarquer ici que le mercure monte dans le réservoir, dans le tube de notre thermomètre. Ici, la flèche indique la montée du mercure. Donc, ça veut dire tout simplement que l'eau reçoit la chaleur. Donc, si la température de l'eau monte, ça veut dire que l'eau reçoit la chaleur. Donc, on dit que l'eau absorbe la chaleur. Bien, ici, en deuxième position, cette fois-ci, on va éteindre notre brûleur ici. Notre source de chaleur ici, on va l'éteindre. Donc, en ce moment, l'eau ne reçoit plus la chaleur. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Le mercure qui se trouve dans le tube de notre thermomètre maintenant, le mercure descend. La flèche montre ici que le mercure descend dans le tube. Dans ce cas-là, l'eau se refroidit progressivement. Ça veut dire que l'eau perd la chaleur. Donc, ici, un corps dont la température monte, ça veut dire que ce corps reçoit la chaleur, tandis que dans l'autre côté, quand ici, le corps se refroidit, ça veut dire que le corps perd la chaleur. Donc voilà, c'est pour vous montrer que quand on chauffe un corps, sa température monte. Quand on cesse de chauffer, sa température s'abaisse. Bien. Donc voilà, c'est ce qui est là, l'expérience dont je vous ai expliqué tout de suite. Donc plaçons sur un bec benzène un vase contenant de l'eau dans lequel plonge un thermomètre à mercure. Donc la température s'élève. Donc on dit que l'eau s'échauffe, elle absorbe de la chaleur
qui lui est fourni le bec Bézen. Donc, quand la température de l'eau monte, ça veut dire que l'eau reçoit la chaleur. Elle absorbe la chaleur. Donc, éteignons le brûleur. L'eau se refroidit progressivement. On dit qu'elle perd de la chaleur. Parce qu'on ne chauffe plus l'eau, on a cessé de chauffer l'eau. Donc, la température de l'eau baisse, ça veut dire que l'eau perd la chaleur. Donc, ainsi, un corps dont la température s'élève absorbe la chaleur. Un corps dont la température s'abaisse cède la chaleur. Donc, voilà. Maintenant, puisqu'on vient de parler chaleur et température, donc il faut essayer de voir, à ne pas confondre ces deux mots, chaleur et température. Donc, il ne faut pas confondre chaleur et température. La température définit un niveau dans l'échelle du chaud et du froid, alors que la chaleur qu'on fournit à un corps est la cause de l'élévation de la température. Autrement dit, la chaleur est la cause de l'élévation de la température d'un corps, alors que la température représente l'état plus ou moins chaud ou froid d'un corps. Donc, c'est deux mots qu'il ne faut pas confondre. Donc, désormais, chers élèves, ne confondez pas chaleur et température. La chaleur est la cause de l'élévation de la température, alors que la température représente l'état plus ou moins chaud ou froid d'un corps. Bien. Donc, on continue. Source de chaleur. Définition. Qu'est-ce qu'une source de chaleur? Une source de chaleur est un corps qui peut échanger de la chaleur avec son environnement en gardant sa température constante. Voilà la définition d'une source de chaleur. Donc après, nous allons citer quelques sources de chaleur. Le soleil est une source de chaleur. On dit que le soleil constitue la source naturelle de chaleur sans laquelle la vie serait impossible. Ça veut dire que sans le soleil, la vie sera impossible. Donc, il faut forcément le soleil. Donc, la combustion du charbon dans le foyer aussi fournit la chaleur. Donc, ça veut dire que la combustion du charbon est une source de chaleur. La combustion de l'essence dans un moteur aussi, ça veut dire que l'essence aussi est une source de chaleur. Le courant électrique, effectivement. Donc, cette source de chaleur est utilisée par le chauffage de certains appareils électriques, tels que le fer à repasser, chauffe-eau, four électrique. Donc, le gaz dans les réchauds aussi sont également des sources de chaleur. Voilà quelques sources de chaleur. Bien, nous allons continuer. Quantité de chaleur. Expérience. Donc, nous avons ici des schémas. Le premier schéma ici, nous avons ici une source de chaleur, le foyer de charbon. Donc, nous avons ici un fourneau contenant le charbon. Nous avons un récipient contenant 1 litre d'eau dans lequel on plonge un thermomètre. Donc, le récipient, nous avons 1 litre d'eau dans lequel on plonge un thermomètre. Ici, dans le type de thermomètre aussi, c'est un thermomètre à mercure. Donc, au départ, la température de l'eau était T1. Donc, avec une source de chaleur comme le foyer de charbon, on va faire élever la température de l'eau de T1 à T2. Donc, si la température de l'eau au départ était à 20 degrés, on peut le chauffer jusqu'à 50 degrés. Donc, ça, c'est avec une source de chaleur qui est le foyer de charbon. Donc, avec ici la même quantité d'eau, 1 litre d'eau, dans un récipient, on peut provoquer la même élévation de température de T1 à T2. Autrement dit, de 20 degrés aussi à 50 degrés. Donc, cette fois-ci, avec le foyer électrique. Donc, vous voyez, puisque que ce soit dans le premier cas ou bien dans le deuxième cas, on a fait élever la température de l'eau de T1 à T2, mais avec deux sources de chaleur différentes. Donc, puisque l'eau a été élevée, la même température, on dit que les deux quantités de chaleur sont équivalentes. Ça veut dire que Q1, qui est la quantité de chaleur fournie par une source de foyer, le charbon, pour élever la température de T1 à T2, et Q2, c'est la quantité de chaleur fournie par un four électrique maintenant, pour faire la même élévation de la température de T1 à T2. Donc, Q1 est égal à Q2. Donc, vous voyez ici, on dit, portons la température de 1 litre d'eau de T1 à T2 degrés Celsius
à l'aide d'un foyer de charbon. Notons Q1, la quantité de chaleur reçue par cette eau. Donc c'est Q1 qui est la quantité de chaleur reçue par, ici, l'eau d'1 litre, qui a pour source de chaleur maintenant le charbon, foyer de charbon. Maintenant, avec un réchaud électrique, on peut provoquer la même augmentation de température de la même quantité d'eau, soit Q2, cette quantité de chaleur. Donc les quantités de chaleur Q1 et Q2 provoquent les mêmes effets. On dit qu'elles sont égales. Donc Q1 est égal à Q2. Bien. Donc, on continue. Cette fois-ci, nous avons ici le récipient, un récipient contenant cette fois-ci, ce n'est pas 1 litre d'eau, mais nous avons ici 2 litres d'eau, cette fois-ci. Donc, avec ici l'un des sources de chaleur, ici nous avons pris ici un fourneau contenant le charbon. Maintenant, cette fois-ci, on a doublé la quantité d'eau. Pour la première expérience, c'était 1 litre d'eau, cette fois-ci, c'est 2 litres d'eau. Donc, on veut provoquer la même élévation de la température, de 20 degrés à 50 degrés, comme la fois passée, mais cette fois-ci avec 2 litres d'eau. Donc, vous allez voir maintenant que la quantité de chaleur fournie cette fois-ci pour élever 2 litres d'eau de T1 à T2 serait le double de la quantité de chaleur qu'on a fournie à 1 litre d'eau pour élever la température de T1 à T2, que ce soit avec le foyer à charbon ou bien avec une source de foyer électrique. Donc, c'est ce que nous avons écrit ici. Chauffons maintenant 2 litres d'eau avec les mêmes foyers, que ce soit avec le charbon ou bien le four, le réchaud électrique, pour élever toujours la température de T1 à T2 degrés Celsius. Pour la même élévation de température, on chauffe les 2 litres d'eau avec une quantité de chaleur Q qui correspond 2 fois Q1 qui est égal à 2 fois Q2. Donc, ça dit que la quantité de chaleur fournie cette fois-ci pour faire élever la température de 2 litres d'eau de T1 à T2 est le double de la quantité de chaleur qu'on a fournie pour faire élever la température de T1 à T2 d'1 litre d'eau, que ce soit avec une source de chaleur, de charbon ou bien avec le foyer électrique. Donc, maintenant, cette fois-ci, chauffons 1 litre d'eau avec un foyer de charbon pendant des temps T1, T2, T3 différents. Cette fois-ci, on peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. On va chauffer 1 litre d'eau pendant 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes. Donc, les quantités de chaleur Q1, ça c'est pour 5 minutes, Q2, ça c'est pour 10 minutes et Q3, ça c'est pour 15 minutes. Vous allez voir que ces quantités de chaleur sont différentes puisque les temps sont différents. Donc, ça ne sera pas la même quantité de chaleur aussi, puisque les temps ne sont pas les mêmes. Donc, la quantité de chaleur dépend de la durée du chauffage. Donc, la fois passée, on a vu que la quantité de chaleur est proportionnelle maintenant à la masse d'eau. Cette fois-ci, la quantité de chaleur aussi dépend du temps de chauffage, autrement dit de la durée du chauffage. Donc, conclusion, ces 3 expériences montrent que la quantité de chaleur est une grandeur mesurable. Ça veut dire qu'on peut mesurer la quantité de chaleur. À partir de ces 3 exemples, on peut bien conclure que la quantité de chaleur est une grandeur mesurable. Bien, on continue. Expression de la quantité de chaleur, autrement dit la formule. Donc la quantité de chaleur Q nécessaire pour élever de T1 à T2 la température d'une masse M d'un corps de masse de chaleur massique notée C. La chaleur massique est notée C, s'écrit, la quantité de chaleur s'écrit Q égale à M, point c'est la multiplication, M multiplié par C, facteur de T1, c'est T2 moins T1. Ici, il y a un mélange ici, c'est T2 moins T1. Je précise bien. Donc, c'est T1, T2 disons, moins T1. Mais ici, c'est écrit T1 moins T2, c'est bien T2 moins T1. Bien, donc, M, la masse du corps pur, C, la chaleur massique du corps, T2, c'est la température finale, et T1, c'est la température initiale. Donc, T2 est plus grande que T1. Donc, dans la formule, il y a erreur, c'est T2 moins T1. La température finale qui est T2 moins la température initiale qui est T1. Bien,
Donc voilà, ça c'est l'expression de la quantité de chaleur. Bien, on va continuer. L'unité de quantité de chaleur. Donc, on va donner dans le système international, l'unité de quantité de chaleur dans le système international, SI, est le joule, du symbole J. Donc, dans le système international, l'unité de la quantité de chaleur, c'est le joule. Donc, la quantité de chaleur s'exprime toujours en joule. Ça, c'est son unité dans le système international. C'est une convention. Donc, tout le monde est d'accord que l'unité de la quantité de chaleur, c'est le joule dans le système international. Autre unité de la quantité de chaleur. En dehors du joule, on peut utiliser aussi comme unité de quantité de chaleur la calorie, la kilocalorie. La calorie, son symbole, c'est CAL, entre parenthèses. La kilocalorie, son symbole, c'est KCAL. Et la thermie, son symbole, c'est TH. Donc, voilà, on a mis ici, de la calorie, on peut aller en joule. Donc, si la quantité de chaleur est exprimée en joule, on peut la convertir en calories. Ou bien si on est en calories, on peut aller en joules. Donc, une calorie correspond à 4,18 joules. 1 kilocalorie maintenant correspond maintenant à 1000 calories. Donc, voilà Q égale à M multiplié par C facteur de TD moins T1. Voilà, c'est TD moins T1. La température finale moins la température initiale. Donc, Q, qui est la quantité de chaleur, s'exprime en joules. Son unité, c'est en joules. Et M s'exprime en kilogrammes. Et C, qui est la chaleur massique, s'exprime en joules par kilogramme degré Celsius ou joules par kilogramme Kelvin. Donc, TD moins T1, c'est la variation de la température, s'exprime en degrés Celsius ou en Kelvin. Voilà, ici, ça c'est l'unité, l'expression de la quantité de chaleur avec les unités. Bien, donc on continue. Principes fondamentaux de la calorimétrie. Expérience. Donc, vous voyez ici, nous avons ici l'expérience que vous faites chaque jour chez vous, chers élèves. Quand vous vous lavez, vous allez faire l'eau des bains. Comment faire l'eau des bains chez vous? Vous allez chauffer l'eau d'abord jusqu'à une certaine température. Mais cette eau-là chauffée, vous savez très bien qu'on ne peut pas se laver. Donc, souvent, on est obligé de prendre l'eau froide. On va mélanger dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'on obtienne une température qui vous convient. C'est-à-dire qu'une eau qui n'est ni chaude ni froide. Autrement dit, un mélange qui n'est ni chaud ni froid. Donc, c'est comme ça qu'on prépare l'eau des bains. Donc, exactement ici, nous avons ici, dans ces récipients, 0,500 kg d'eau dans ces récipients, dans lesquels on plonge un thermomètre. Donc, on prend la température de cette eau est 15 degrés. Dans l'autre récipient, nous avons aussi un thermomètre plongé dans une eau dont la masse est 0,250 kg, dont la température est égale à 30 degrés Celsius. Ici, ce que vous voyez comme tige ici, ça c'est l'agitateur. Donc, l'eau là, dont la température est à 30 degrés, qu'on appelle ça l'eau tiède, et l'eau qui est à 15 degrés, ça c'est l'eau froide. On prend l'eau qui a pour masse 0,250 kg, dont la température est égale à 30 degrés, on verse sur l'eau dont la masse est 0,50 kg, dont la température est égale à 15 degrés. Donc, quand vous mélangez ces deux corps, c'est-à-dire que c'est deux eaux, l'eau dont la température est à 30 degrés et l'eau dont la température est à 15 degrés, vous allez voir maintenant que l'eau dont la température est à 30 degrés cède. Autrement dit, sa température descend. Lui va perdre la chaleur. Et la quantité de chaleur perdue par l'eau chaude qui est à 30 degrés est récupérée par l'eau dont la température est à 15 degrés pour s'échauffer. Donc, la température du mélange avoisine les 20 degrés. Autrement dit, l'eau dont la température est à 30 degrés, lui, sa température descend à 20 degrés. Et l'eau dont la température est à 15 degrés, sa température monte à 20 degrés. Donc, voilà la température du mélange avoisine à 20 degrés. Donc, voilà, en haut, on dit dans un vase en laiton contenant 0,500 kg d'eau à 15 degrés, ça c'est ici. On va verser 0,250 kg d'eau tiède à 30 degrés, qui est là.
Donc la température finale obtenue est voisine de 20 degrés Celsius, la température du mélange. Voilà, la flèche montre maintenant qu'on verse l'eau chaude sur l'eau froide. Bien, donc interprétation, les 0,250 kg d'eau tiède ont perdu de la chaleur, c'est-à-dire l'eau dont la température est à 30 degrés, perd la chaleur, et cette chaleur a été utilisée par les 0,50 kg qui est là, qui est l'eau froide, pour s'échauffer de 15 degrés à 20 degrés. Lui, sa température est à 15 degrés, monte à 20 degrés. Donc, la quantité de chaleur gagnée par l'eau froide est 0,500 facteur de 20 moins 15. Donc, ça, c'est l'application de notre formule. Ici, 0,500, ici, ça, c'est la masse de l'eau, moins facteur de la température finale maintenant, ça, c'est 20 degrés, moins la température initiale qui est 15 degrés. Ça correspond à 2,500 joules. Donc, les 2,500 joules là ont été perdus par les 0,250 kg d'eau qui se sont refroidis de 30 degrés à 20 degrés. Or, c'est exactement la quantité de chaleur qu'il aurait fallu fournir à 0,250 kg d'eau pour les échauffer de 20 degrés à 30 degrés. En effet, on a 0,250 kg, facteur de 30 degrés moins 20 qui correspond aussi à 2,500 joules. Donc, vous remarquez maintenant que la quantité de chaleur perdue, qui est 0,250 kg, correspond à la quantité de chaleur gagnée maintenant, qui est 2,500 joules aussi. Donc, on remarque que la quantité de chaleur gagnée par l'eau froide est égale à la quantité de chaleur perdue par l'eau chaude. Donc, quand vous mélangez deux corps à des températures différentes, le corps chaud se refroidit et le corps froid s'échauffe. La quantité de chaleur perdue par l'eau chaude correspond à la quantité de chaleur gagnée par l'eau froide. Voilà ici. Exactement ici, c'est qu'on fait comme pour faire l'eau de bain. Donc, dans la pratique. Donc, voilà l'expérience. Bien, on continue. Énoncer des principes. On va voir le principe des transformations inverses. On va voir la quantité de chaleur fournie à un corps pour élever sa température de T1 à T2. Si la température est à 20 degrés, pour amener sa température à 30 degrés, c'est égal à la quantité de chaleur qu'il faut abandonner, que le corps abandonne maintenant en se refroidissant de T2 à T1 degrés Celsius. Donc ça, c'est le principe des transformations inverses. Principe des échanges de chaleur. Quand on mélange deux corps à des températures différentes, le corps chaud se refroidit et le corps froid s'échauffe. La quantité de chaleur perdue par le corps chaud est égale à la quantité de chaleur gagnée par le corps froid. Donc ça, ce sont les deux principes qu'on appelle principes fondamentaux de la calorimétrie. Donc, bien, on continue. Chaleur massique d'un corps solide ou liquide. Définition. On appelle chaleur massique d'un corps solide ou liquide la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré Celsius la température de 10 puissance moins 3 kg de ce corps. Donc, exemple, la chaleur massique de l'eau est C est égale à 4,18 10 puissance 3 joules par kg degré Celsius, soit 4180 joules par kg degré Celsius. Bien, l'expression de la chaleur massique, autrement dit la formule de la chaleur massique, de l'expression Q égale à M multiplié par C facteur de T2 moins T1, on en déduit l'expression de la chaleur massique qui est. Donc, à partir de cette formule, on peut tirer l'expression de la chaleur massique qui est C. C, c'est la chaleur massique égale à Q, la quantité de chaleur, sur M facteur de T2 moins T1. Donc, C, je précise bien, C est la chaleur massique d'un corps. C'est la chaleur massique du corps. Donc, unité de la chaleur massique. L'unité de la chaleur massique dans le système international est le joule par kilogramme degré Celsius ou joule par kilogramme Kelvin. On utilise également la calorie par kilogramme degré Celsius comme unité de chaleur massique. Voilà ici la définition de la chaleur massique et l'expression de la chaleur massique, bien sûr, et l'unité de la chaleur massique dans le système international et d'autres unités qu'on utilise pour la chaleur massique. Bien, donc,
En évaluation, nous allons terminer cette leçon avec une série de questions et un petit exercice. Ici, la première question, on dit définir 2 points la chaleur. Qu'est-ce que la chaleur? Après, la chaleur massique d'un corps. Deuxième question, parmi les sources de lumière ci-après, quelles sont celles qui sont sources de chaleur? Le soleil, la lune, la bougie, le réchaud à gaz, le courant électrique. Donc, parmi ces sources de lumière, vous allez détecter maintenant quelles sont les sources de chaleur. Bien, troisième question. Quelle différence fais-tu entre chaleur et température? Quatrième question. Énonce les principes fondamentaux de la calorimétrie. Cinquième question. Établis l'expression de la quantité de chaleur cédée ou reçue par un corps en précisant les unités. La chaleur cédée ou reçue. On a sauté le mot ou, reçue par un corps en précisant les unités. Exercice. Quelle quantité de chaleur faut-il fournir à 1,250 kg d'eau pour en élever la température de 18 degrés Celsius à 60 degrés Celsius? On donne chaleur massique de l'eau, entre parenthèses CE, égale à 4180 joules par kg degré Celsius. Chers élèves, merci de votre aimable attention. On se donne rendez-vous au cours prochain.